Catherine Poetti, bonjour. Bonjour. Catherine, vous êtes présidente de l'Association des parents d'enfants handicapés de Nouvelle-Calédonie, association gestionnaire de 2 établissements d'accueil d'enfants et de jeunes gens handicapés moteurs ou polyhandicapés. Vous êtes également membre du collectif Pays pour le dialogue, récemment créé. Catherine, le territoire traverse une vague insurrectionnelle depuis près de 2 mois déjà. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous raconter ce que vous avez vécu, ce dont vous avez été témoin depuis le 13 mai 2024? Alors, oui, la question est vaste. Je ne sais pas dans quel ordre il faut dire les choses. On va dire que je pense, comme la plupart des Calédoniens, le lendemain matin, quand on a pris acte de l'ampleur du désastre et de la nuit qui venait de s'écouler, il y a eu forcément un effet de sidération. Mais c'est vrai que mon premier réflexe, c'est normal, ça a été de tout de suite penser à l'établissement, puisque un de nos 2 établissements était un établissement d'accueil avec hébergement, et que là, à ce moment-là, je ne savais pas où c'en était, puisque moi, je ne loge pas à côté de l'établissement. Donc le premier réflexe, ça a d'abord été d'essayer de savoir ce qui se passait pour l'établissement. Donc finalement, la sidération, elle est toujours là, quelque part au fond, mais la nécessité d'agir vite pour savoir ce qui allait se passer maintenant pour nos gamins vulnérables qui, eux, ne sont pas du tout en capacité de se gérer ou qui sont vulnérables vraiment dans tous les sens du terme, la nécessité d'agir a été forcément prioritaire. Donc pendant les premiers jours en tout cas, tous les efforts, je pense, de l'association et des personnels ont été vraiment centrés sur les gamins. On a été bien soutenus par les voisins, parce que finalement on s'est rendu compte très vite qu'il n'y avait pas vraiment d'anticipation de la part des institutions, qu'il n'y avait pas une cellule d'urgence qui existait, qui aurait permis de tout de suite nous rassurer. Et nous, dès le premier jour, on a compris qu'il n'y aurait plus de restauration, puisque c'était la casserolette, il ne pouvait plus circuler. L'agence de vigilants nous lâchait aussi, ne voulait pas circuler à Nouville. Et nos personnels donc, devaient pouvoir passer plusieurs barrages, dont celui de Nouville, qui était quand même assez compliqué. Voilà, donc il y a eu une telle urgence à gérer pour que les gamins ne manquent de rien et qu'ils soient le plus protégés possible, que quelque part, le reste, pendant plusieurs jours, a été relégué au second plan, parce qu'il fallait absolument qu'on ait des médicaments, de la nourriture. Alors bien entendu, la pharmacie qui avait été incendiée, c'est celle qu'on utilise, donc en plus on avait un problème de médicaments. Voilà, donc quand on est obligé de gérer l'urgence pour d'autres plus fragiles, du coup, on met un petit peu en second plan ses propres angoisses. Ça, c'est peut-être finalement pas mal. Et puis après, effectivement, il y a eu cette vague de tristesse qui m'a submergée, comme ça a submergé beaucoup de Calédoniens. Et puis, je pense, une immense colère, parce que je suis une associative, donc je suis quelqu'un du terrain. Vous l'avez dit, je suis membre du collectif aussi des associations qui est aujourd'hui en sommeil, mais qui a regroupé beaucoup d'associations. Donc on est des gens de terrain. Donc forcément, la température du terrain, on la prend constamment. Et on envoie très très souvent des rapports, on envoie des alertes, notamment concernant la jeunesse. Sauf que voilà, ça n'a jamais été pris en compte. La vie associative, dont on pensait nous que c'était une force extraordinaire en Calédonie et dont on attendait qu'elle soit structurée, encadrée, aidée, n'a jamais obtenu ce qu'elle voulait. Et de ce fait, voilà, on a perdu. Le pays a perdu cette énergie. Et nos institutions n'ont pas du tout entendu ce qu'on faisait remonter régulièrement. Alors, on est tous responsables. De toute façon, quand il y a toute une partie de la jeunesse qui cède à une rage aussi forte, on a tous une responsabilité. Mais quelque part, les décisions politiques pèsent très 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 lourd dans cette balance-là. Je ne veux pas du tout me défausser. Moi, je suis aussi maman, voilà, donc je vois bien ce mal-être des jeunes. Et quelque part, c'est le monde aussi qu'on a contribué à laisser se construire avec autant d'exclusion. Mais c'est vrai que moi j'ai une immense colère et un immense regret qu'on n'ait pas gagné cette bataille du monde associatif, voilà, qui n'est
pas du tout respecté en Calédonie. Enfin, on est content qu'il y ait des associations. Moi, je nous appelle les pompiers du social. Voilà. Et les incendies, ce n'est pas forcément nous qui les avons allumés, mais en tout cas, très souvent, c'est nous qui les éteignons sur le terrain. Ben là, cette fois-là, ça n'a pas suffi. On n'a pas été assez convaincant ni assez vigilant. Et le barrage a cédé, le barrage de la rage, d'une rage tellement phénoménale que on se dit, mais qu'est-ce que ces jeunes ont subi pour avoir autant de rage à décharger et ça fait peur, quoi. Ça fait frémir, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut vivre étant enfant, étant adolescent pour être aussi rageux, c'est impressionnant, ça fait mal, voilà. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représentait pour vous comme urgence à gérer dans les premiers jours, combien d'enfants, combien de jeunes vous gérez avec l'association? Face à quelles difficultés, pénuries, dangers vous vous êtes retrouvés en l'espace de 24 heures comme ça? Alors, donc, en accueil de jour, on a à peu près une quarantaine de gamins. Donc, les accueils de jour, bien entendu, se sont arrêtés tout de suite. Donc, après, il y a eu aussi des questions, mais dans un second temps, qui sont quand même posées pour ces gamins d'accueil de jour. Dans quels quartiers sont-ils? Est-ce que c'est des quartiers qui sont menacés, où il y a des incendies? Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de ravitaillement dans les quartiers, puisqu'on a pris acte très vite que beaucoup de commerces avaient brûlé. Donc pour ces gamins d'accueil de jour, on savait que tôt ou tard, il faudrait qu'on passe ces barrages, en tout cas qu'on rentre en contact avec eux pour faire un état des lieux de leur situation à eux et à leur famille. Parce que très souvent, ils vivent en famille. Après, il y a les 26 gamins qui étaient en hébergement. Il y a un gamin, la famille l'a repris, donc il en restait 25. Et bien sûr, la première question, ça a été, on n'a plus de système de livraison de repas, donc il faut qu'ils mangent, il n'y a rien à faire. Après, il y a eu la question des médicaments, comme je le disais, puisque c'est la pharmacie de Caméré qui était notre pharmacien qui avait brûlé. Et puis c'est des enfants qui ont des traitements quotidiens, parfois des traitements assez lourds. Voilà. Et puis, bien sûr, la question du personnel. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnel qui va pouvoir passer pour venir assurer le service jour et nuit? Donc là, sur le coup, on ne sait pas trop. Et c'est vrai que le mardi, et ça a été très très touchant, je pense, pour tous les membres de l'association et pour les équipes cadres, des jeunes femmes, parce qu'on a beaucoup de jeunes femmes qui travaillent dans notre établissement, sont venues avec des vêtements et du linge de rechange pour 3 jours. Et qui nous ont dit, on sait qu'on ne pourra pas rentrer chez nous, parce que si on rentre, il n'y aura pas forcément de relève demain matin. Donc nous, on vient là pour dormir plusieurs jours et s'occuper des gamins. Et ça, évidemment, ça a fait un bien fou. Il y a une solidarité, une espèce de bulle de protection qui s'est créée autour de ces enfants très fragiles, qui nous a fait énormément de bien à tous. Voilà, donc je les remercie parce qu'elles ont elles-mêmes laissé peut-être leur famille pour venir s'occuper de ces gamins et c'est formidable. Voilà, donc on a franchi le cap comme ça. Les voisins ont été aidants. Ils sont venus nous emmener un peu de ravitaillement le deuxième jour. Pas trop chercher à savoir d'où ça venait. On a pris, voilà, on en avait besoin. On a des protocoles, et heureusement, parce que la Covid nous avait quand même appris énormément de choses, notamment que le territoire était défaillant en matière de cellules d'urgence. On le savait, puisqu'on l'avait déjà vécu. On l'avait déjà vécu à plus petite échelle au moment des cyclones, donc on a des protocoles. Moi, je dis toujours, mais c'est une demi-plaisanterie, qu'on a des protocoles maintenant à peu près pour tout. Pour le tsunami, parce qu'on a déjà eu une alerte au tsunami, pour les cyclones, pour la Covid. Et là, maintenant, on vient de rajouter un protocole émeute. Et puis, il nous restera l'astéroïde, mais là, nul ne sait ce que ça peut donner. Donc, j'ai l'air de plaisanter, mais en gros, on fonctionne comme ça, et fort heureusement, parce que ces protocoles font qu'on a toujours au moins 3 jours d'avance de nourriture sèche et des médicaments d'avance. Voilà, un peu, sur quelques jours. Après, 3 jours, c'est déjà énorme, il faut pouvoir stocker, Voilà, donc on a franchi cette urgence, chacun a amené ce qu'il pouvait emmener, ce qu'il trouvait comme nourriture, on a mis en commun. Et aujourd'hui, 2 mois après, vous avez réussi à retrouver un fonctionnement normal. Les familles de ces jeunes ou de ces enfants handicapés, comment elles s'en sortent actuellement? Alors, on a des familles qui sont en très grande difficulté. Donc là, on a passé, nous, la phase d'urgence. On espère qu'elle ne va pas revenir, mais globalement, on l'a passée, même si tout n'est pas revenu à la normale. Bon,
La question, par exemple, de la pharmacie, là, effectivement, il faut qu'on consolide ça. Effectivement, la DAS, maintenant, est sur cette question-là et nous aide. Donc, je pense que la grosse phase d'urgence est passée, mais il y a d'autres problèmes qui continuent à se poser. Déjà, pour le personnel, on continue à avoir des personnes qui dorment là, beaucoup plus que d'ordinaire, parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir venir au travail le lendemain ou d'être empêchées de rentrer chez elles. Donc tant qu'elles ne sont pas complètement sécurisées sur le site où elles habitent, elles continuent à dormir là. Et c'est tant mieux pour les jeunes, hein, ça fait plus d'adultes. Mais enfin bon, ça demande aussi une logistique qui n'était pas prévue au départ dans nos lignes budgétaires, s'il faut parler de manière très intéressée, mais pas que, ça fait une grosse gestion. Voilà. Alors après, la question des familles, elle est cruciale. Donc là, on a monté une caisse d'urgence en interne qui ne va pas tenir éternellement. Mais disons qu'en réunissant les fonds, il y a eu un peu des dons voilà, à gauche et à droite, y compris des dons en argent qui nous ont été faits. Ce n'est pas une énorme caisse. C'est une caisse qui va, en gros, peut-être nous permettre d'aider une dizaine de familles pendant, en gros, 2 mois. Et on priorise bien entendu les familles qui ont perdu leur emploi. Quand papa et maman, les deux ont perdu leur emploi, ou même un, et c'était le gros salaire qui rentrait, ça va être ces familles qu'on va favoriser, et c'est normal. Je pense que tout le monde l'a compris, parce qu'on a fait appel à la banque alimentaire. On est partenaire avec eux de toute façon, mais eux-mêmes sont en difficulté, ils font ce qu'ils peuvent. Chaque fois qu'ils peuvent nous donner un petit peu de colis, ils nous donnent, mais bon, ils ont aussi énormément de besoins. On sait que Saint-Vincent-de-Paul ne peut plus faire face. Et puis les aides se sont arrêtées. On n'a plus d'aide ni du CCAS, enfin les familles n'ont plus d'aide. Les bons de la province sont arrêtés aussi. Donc il va falloir qu'on trouve des ressources en interne. Donc on se dit, bon, on va pouvoir pendant 2 mois, en gros, une dizaine de familles qu'on peut aider avec des petits colis. Donc hier, on est allé à plusieurs acheter de la nourriture. Y compris des produits frais, parce que souvent les familles ont des enfants, donc ils ont aussi besoin de fruits, ces gamins. Voilà. Après, voilà, on espère que d'ici 2 mois, les choses seront un peu moins catastrophiques. Mais on a bien compris qu'il faut qu'on trouve des ressources en interne. Et fort heureusement, il y a une grosse solidarité quand même, je pense, qui s'est installée dans notre pays. Oui, il y a des gens qui ont fait un peu des dons, et je les en remercie, parce que c'est dur pour tout le monde. Tout à l'heure, on rappelait que votre association était membre fondateur du collectif des associations de Nouvelle-Calédonie. Depuis, ce collectif est en sommeil. Son but premier, c'était à l'époque de faire reconnaître auprès des institutions le rôle très important du monde associatif. Justement, le tissu associatif calédonien, quelle importance il a ? À combien d'associations on peut chiffrer aujourd'hui Alors, je ne saurais vous dire le nombre exact, mais en tout cas, je sais que quand on avait créé au départ les journées qui ont fondé finalement le mouvement, on avait demandé en préalable une petite étude à un chargé d'études qui avait récolté tout ce qu'il pouvait récolter, parce que, bon, c'est pareil, les statistiques, les données ne sont pas complètement fiables. Et il ressortait en tout cas qu'on était la 2e région, alors je vais dire de France, de France, mais voilà, on comprend ce que on vous comprend, voulez dire. Voilà, De l'ensemble français. De l'ensemble français. Après l'Île-de-France, à avoir le plus grand nombre d'associations. Alors bien sûr, il y en a qui ont des durées de vie assez courtes parfois. Mais ça raconte quelque chose. Mais il y a un dynamisme associatif qui est en plus quelque part inscrit dans l'histoire moderne de la Nouvelle-Calédonie, puisque quand on regarde l'émergence de la citoyenneté, par exemple en milieu kanak, on voit que ça a commencé par de l'associatif. Avant que ça devienne l'UC, c'était voilà, Louis Callot, l'AISLF, et puis c'est des associations. Et il y a énormément d'associations dans toutes les communautés. Donc ça prouve qu'il y a ce dynamisme citoyen très fort. Et nous, ce qu'on dit toujours aux élus, mais vous avez une chance extraordinaire. Vous avez des citoyens qui viennent vous dire, moi, mon temps libre, j'ai envie de le consacrer à construire un petit bout de ce pays, dans ce que je sais faire, dans ce que je peux faire. C'est formidable. C'est formidable. C'est peut-être la première richesse avant le nickel, une richesse humaine extraordinaire. Et ça n'a pas intéressé. On n'a jamais trouvé...
On nous aime bien, mais quand on demande, par exemple dans le secteur du handicap, c'est quand même très particulier, puisque seules les associations portent tous les dispositifs et toutes les structures consacrées au handicap et à la grande dépendance sont portées par des associations, donc par des citoyens bénévoles. Ouais. Ça, il faut bien comprendre. Hein. Et quand on leur dit, ben oui, mais bon, on aimerait bien participer à la construction de la politique pays autour du handicap, à minima, puisque nous, on est le terrain, et que vous êtes les techniciens, on va unir nos savoir-faire, nous, ce qu'on sait du terrain et des besoins, et vous, en tant que technicien, on n'a jamais obtenu ça. On a fait un schéma, par exemple, du handicap, Dieu seul sait hein, que la Calédonie, c'est aussi la reine des schémas, qu'elle ne respectera pas. Il y en a qui se sont montés. Nouvelle-Calédonie 2025, qui a été vraiment un énorme travail, qui a impliqué beaucoup de gens et qui était extrêmement riche. Le plan d'Okamo, très partiellement mis en œuvre, alors vraiment très partiellement. Schéma du handicap enterré d'emblée, jamais voté par le Congrès. Je peux en citer des dizaines. C'est fou ce qu'on a fait comme schéma. Alors, au bout d'un moment, on se dit, bah, est-ce que c'est pour occuper les citoyens ? On se dit, bah, voilà, quand ils réfléchissent à un schéma, ils sont tranquilles, quelque part dans une salle de réunion. Et puis après, il n'y a rien qui se construit derrière. Donc, voilà, on peut comprendre qu'il y ait aussi de la colère pour ça. Donc, les associations, elles avaient vraiment l'espoir d'être entendues à ce moment-là et qu'il y ait vraiment quelque chose qui se structure. Un haut conseil à la vie associative comme il existe en métropole, une charte des engagements réciproques entre les pouvoirs publics et les citoyens, constituée, encore constituée, ça ne part pas dans tous les sens. Bon, voilà, il y avait eu une réponse au départ positif, puis finalement ça n'a rien donné, quoi. Donc beaucoup d'associations se sont découragées au bout d'un moment quand on voit qu'on n'est jamais entendu. Et Dieu seul sait que le terrain n'a pas été entendu du tout pendant toutes ces années. C'est aussi une des conséquences, hein, je pense, parce que, bon, voilà, l'avantage du terrain, c'est qu'il est à l'écoute, il entend ce qui se dit, il voit ce qui se fait. Et quand il fait remonter, c'est pas pour embêter les politiques, c'est parce qu'il sent que, bah là, il faut agir. Voilà. Est-ce que vous imaginez comment le tissu associatif va réussir à survivre à cette crise économique ? Ce qui va être compliqué, évidemment, c'est qu'on se doute bien que les subventions, ça a déjà commencé, Oui, ça a déjà y commencé. a plusieurs institutions qui nous ont signalé que pour cette année, il n'y aurait pas de subventions. Donc, l'argent étant le nerf de la guerre, effectivement, pour des projets très ambitieux, ça va être compliqué. Après, des associations qui rendent un service de mission publique comme la mienne, enfin, en tout cas, au moins les établissements, j'espère qu'ils ne seront pas trop impactés, qu'ils vont pouvoir continuer à tourner. Mais en effet, il y a quand même 90 salariés, donc voilà, qui entourent 65 jeunes. Oui, c'est quand même déjà une assez grosse association. Oui. Moi, j'espère que les gens... pour l'instant, je sens qu'il y a beaucoup d'envie de reconstruire, mais vraiment de reconstruire autrement, c'est-à-dire justement en ayant notre place, pas plus, pas moins. On ne demande pas plus, mais on ne demande pas moins non plus. Un petit peu d'observateurs, de gens qui agissent en direct avec les personnes concernées. Voilà. Il y a une grosse envie, je pense, de reconstruire, mais très clairement, complètement différemment de ce qui s'est fait pendant ces 40 ans, même si, bien sûr, on reconnaît, moi je suis ici depuis très longtemps, donc beaucoup de choses ont été faites qui sont de grandes choses, mais ça a été des chantiers très, très ambitieux, parfois énormes, hein, un médipôle, des écoles, des routes, etc. Par contre, l'accompagnement de l'humain, il a été complètement oublié. Nous, on a été quand même un petit peu sidérés, je crois, quand il s'est agi de faire un bilan. À un moment donné, il y a un document bilan qui est sorti de l'accord de Nouméa. Aucun de nous n'avait été consulté, enfin personne n'avait été consulté. Je ne sais pas si d'autres Calédoniens se souviennent de ça, mais puis il y avait quelques lignes sur le social où il était dit qu'effectivement ça avait été un petit peu laissé de côté. Ah bah oui, plus qu'un peu, hein, quand il y a 50 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, là, sur 270 000, je crois que si on ramène ça à l'échelle de l'Hexagone, ça ferait peut-être 15 millions d'habitants, donc c'est énorme. On se doute bien que là, la colère va grandir et que c'est dangereux pour tout le monde. À commencer par les gens qui eux-mêmes débordent de cette colère, et je pense que
La colère, elle détruit celles ou ceux ou les choses contre lesquelles ça s'adresse, mais aussi le porteur de colère peut se faire aussi beaucoup de mal. Est-ce que vous seriez favorable à la création d'une assemblée citoyenne? C'est une proposition qu'on a plusieurs fois entendue durant nos entretiens, autant qu'on a entendu le monde associatif et le monde économique nous dresser le même bilan. On travaille sérieusement, on fait remonter de la data, des témoignages, des données aux politiques, mais rien, les années passent, mais rien, jamais ne se passe. Alors oui, pourquoi pas, c'est un projet qui en tout cas mériterait d'être étudié de près. Après, il faut voir qui serait dans cette assemblée et par quels moyens, parce que bon... Alors non, attendez, je pose la question autrement, Catherine. Pourquoi Ah d'accord. pourquoi ça n'avance pas, aussi bien ces sujets sociaux que les sujets économiques? Peut-être qu'on a invité les mauvaises personnes, hein, mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on entend remonter à chaque fois. Le monde politique ne nous écoute pas et ne nous écoute pas depuis des années. Et c'est à se demander pourquoi. Oui, moi aussi je me pose la question. Après, on a tous des pistes d'explication. Je pense qu'on a affaire à une classe politique qui s'est trouvée en charge de compétences extrêmement importantes sans toujours avoir, allez, on va être gentil, tous les outils pour exercer ces compétences. Et c'est là où moi j'ai aussi une colère contre l'État, hein, parce que l'État aurait pu accompagner davantage sans être ingérant. Parce que je pense qu'effectivement, l'ingérence ou le manque d'impartialité qui est celle de l'État depuis 2 ans, c'est une catastrophe et c'est inexcusable. Donc ma colère, elle va aussi, bien entendu, contre l'État. Et il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette colère ici, mais aussi en Hexagone. Hein. On vient encore de voir aux dernières élections. Pas dire que les gens font des bons choix, mais bon, la colère, elle est là. On a vu les gilets jaunes, on a vu les manifestations pour la retraite. On voit bien qu'il y a une énorme colère. Oui. Cet État qui n'entend pas. Donc je pense que localement, oui, cette classe, elle s'est retrouvée avec d'énormes compétences, parfois transférées rapidement. Alors oui, avec une enveloppe d'argent. Mais l'argent ne donne pas forcément la compétence, les outils. Donc après, il faut pouvoir s'entourer de techniciens qui vont savoir. Moi, la petite expérience que j'ai eue vis-à-vis de certaines administrations, c'est que ces compétences n'y étaient pas. Et que quand l'élu se retrouve en charge d'une compétence importante, et qu'il n'a pas le bon outil, qu'il n'a pas les bonnes personnes dans son administration, mais qu'il va quand même dire à son administration c'est toi qui gères, on va à la catastrophe. Il faut voir qu'en Calédonie, moi j'ai souvent eu l'impression que finalement c'était les directeurs d'administration qui géraient, et on sait très bien que une administration, elle va être saine, elle va bien tourner, si la personne ou les personnes qui sont à la tête sont eux-mêmes outillées pour la faire tourner correctement. Ça n'a pas été le cas dans un certain nombre d'administrations. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la compétence. C'est pas du tout une attaque, hein, parce que moi je peux entendre qu'on n'ait pas la compétence. La Calédonie, elle n'a pas été longtemps préparée à gérer ça. Oui. Moi je dis toujours que ce qui s'est passé dans ce pays, c'est qu'on a envoyé un TGV en pleine vitesse traverser la Calédonie en disant aux gens maintenant tu sautes dedans. Oui. Autrement si tu rates ce train, allez hop, tant pis. Tu restes sur le quai. Et il y a plein de gens qui sont restés sur le quai parce que sauter dans un TGV en pleine vitesse, voilà. Il faut être particulièrement agile, hein, il faut être particulièrement outillé. Et on voit bien ce que ça a donné. Donc ça a été beaucoup trop rapide. Je pense qu'il y a eu une espèce d'indigestion de compétences à gérer. Finalement, 20 ans, c'était assez court. À la fois pour faire société et en même temps pour apprendre à avoir la compétence de nos nouvelles compétences. Moi, je le crois. Enfin, oui, je pense que déjà c'est très court, et c'est d'autant plus court que pour moi l'accompagnement de l'État n'a pas été suffisant. Je pense que l'État s'est dit bon on balance des milliards. Il a balancé des milliards. Hein, c'est la dette coloniale. Voilà, on balance. Mais c'est pas comme ça qu'on décolonise un pays. Enfin, il faut un gros accompagnement humain. Et je pense que vis-à-vis de la population, alors parce qu'il y a quand même eu des conséquences. Dans une vie antérieure, j'ai été enseignante dans un établissement qui est particulier, qui reste assez particulier,
qui est le lycée de Camo. Et nous, on a mesuré, je pense en l'espace de 3 ans, on avait mesuré ce qui était en train de se passer et qui était à prendre en considération. C'est-à-dire qu'au départ, nous, ce lycée, il a été créé pour permettre à des gamins kanaks qui étaient scolarisés aux îles Loyauté ou en Grande Terre d'accéder au lycée. Parce qu'en fait, les collèges protestants n'avaient pas de lycée. Donc les gamins, ils n'arrivaient pas au bac ou très peu, vraiment. Et là, il y avait effectivement très très peu de jeunes kanaks qui pouvaient passer le bac et ça n'allait pas du tout. Donc on s'est dit, on va rentrer dans le jeu et puis on va permettre à des gamins kanaks de se former. Et on a eu pendant, jusqu'aux accords finalement, jusqu'aux accords, des gamins qui venaient au lycée pour acquérir des outils, pour se former, pour faire des études, pour construire le pays. Voilà. À partir des accords, peut-être pas immédiatement, mais je dirais 3 ans après, on commence à voir les conséquences énormes de l'exode, parce que les gens sont venus chercher du travail à Nouméa. Ils ne sont pas forcément toujours restés chez eux quand ils ne trouvaient pas de travail, et ce qui se comprend, bien sûr. Ils ont bien vu que il faut de l'argent pour élever ses enfants, que le modèle socio-économique était en train de changer avec un apport de la consommation, et donc il fallait trouver du boulot, et que donc on a commencé à recevoir les enfants, moi je les appelle les enfants du bitume, les enfants du béton. Et là, c'est une autre affaire. Parce qu'on voyait finalement ces gamins qui n'avaient pas de repères en ville, dont les parents eux-mêmes n'avaient pas forcément de grands repères non plus, n'avaient pas les clés de la ville, souvent mal logés, avec des difficultés à surmonter. Souvent, c'était des boulots pas très intéressants, des logements bons, voilà, on ne va pas faire le procès des logements, mais quand vous avez le choix entre le squat et les bâtiments d'Apogoti, par exemple, je ne suis pas sûre que le squat ne soit pas mieux, franchement. Ouais. J'en suis pas convaincue, parce qu'au moins on peut cultiver, au moins il y a un peu de nature. Ouais. Enfin voilà, on a vu ces enfants arriver qui alors avaient une toute autre mentalité, quoi. Toute autre mentalité, qui étaient des gamins très mal. Et là, on a, nous, sur les fonds du lycée, on a fait venir une sociologue de métropole pour une étude. Là, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Il faut qu'on soit aidé, puisque la Calédonie, et ça c'est une énorme erreur à mon avis, n'avait pas trouvé bon d'activer une cellule sociologique. Avant les événements, ce rôle-là était tenu par les chercheurs de l'Orstom, qui avaient produit des études extrêmement intéressantes, notamment sur l'école inégale. La dernière étude, je crois, de l'Orstom, par l'équipe de Jean-Marie Colère, c'était sur l'école. Et c'est extrêmement intéressant, puisqu'il annonce, cette étude annonce dans les conclusions de l'étude que, en gros, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est que l'école, elle est inégale, parce que l'école, souvent, elle répond à un système en place, et quand vous n'êtes pas dans la norme de ce système, fatalement, voilà. Donc, il faut commencer à réfléchir. Ça, c'était avant le rééquilibrage. Donc on n'a pas compris comment le pays ne se disait pas, pour accompagner cette construction, pour accompagner les gens, il faut qu'il y ait des observateurs dûment formés, donc des sociologues, des psychosociologues, voilà. Non, la Calédonie apparemment n'avait pas besoin de ces gens-là. Par contre, elle a payé des dizaines de consultants qui sont tous venus faire des bouts de machin, de trucs, qui ont probablement coûté des millions à la Calédonie. Ça, je sais pas, les consultants, il y en a beaucoup qui se fait beaucoup d'argent ici, tant mieux pour eux, mais qui ont produit un petit bout d'études là-dessus, alors qu'en fait, un observatoire qui aurait été vraiment dûment scientifique nous aurait énormément aidé. Donc nous avons payé cette sociologue. Et là, effectivement, les conclusions étaient sans appel. On voyait bien que c'est des enfants qui allaient être en grande, grande difficulté, parce que éloignés de la tribu, donc éloignés des valeurs traditionnelles, mal intégrés en ville, exactement les phénomènes que la France connaît si bien, puisqu'elle a créé des banlieues bien pourries autour de toutes ces grandes villes, ça allait être exactement les mêmes problèmes. Et puis ça n'a pas raté, les mêmes problèmes. Vous retrouvez les mêmes comportements, Jean-Marie Colère et son équipe avaient raison, les mêmes causes font les mêmes effets,
quelle que soit la communauté à laquelle on appartient. Une jeunesse qui ne trouve sa place ni dans le salariat, ni à la tribu, en fait. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui font d'ailleurs beaucoup d'allers-retours. Oui, oui. Voilà. Et nous, dans le monde du handicap en plus, on a beaucoup alerté évidemment sur les questions d'addiction, Oui. puisque beaucoup de jeunes gens, alors c'est pas spécialement mon association, mais au sein du collectif handicap, puisqu'on est regroupé dans un grand collectif, il y a les camarades associatifs autour du handicap d'origine psychiatrique, qui vont par exemple accompagner les parents et les jeunes schizophrènes, psychotiques. Et alors là, les ravages sont considérables. Moi, j'ai été pendant 6 ans, je crois, à la commission d'orientation. Et tous les mois, on voyait à peu près 2 dossiers passer de jeunes adultes, moins de 35 ans, parfois moins de 30 ans même, qui allaient rester handicapés psychiatriques à vie, parce que quand on est schizophrène, voilà, on le reste. Parce qu'il y avait eu des addictions qui avaient démarré à l'âge de 10 ans, 11 ans. Alors bien sûr que le collectif handicap a tiré la sonnette d'alarme. Bien sûr, on a dit attention, il y a un vrai souci d'addiction et de conséquences sur la santé mentale de gens très très jeunes. Il faut absolument une campagne digne de ce nom. Est-ce que la pénalisation est la bonne réponse? Il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Et là encore, c'était l'occasion. C'était l'occasion de faire un groupe de travail. Alors il y a un groupe qui travaille sur la santé mentale avec des gens tout à fait respectables et compétents, mais il fallait vraiment l'élargir. C'est un travail qui doit se faire avec les parents. Moi, ça m'est arrivé, je m'en souviens très bien, un soir, je sors de mon centre, il était un peu tard, une dame marche sur le bord de la route, bon, il n'y avait plus de bus, je m'arrête, je la monte. Je discute avec cette dame, je lui dis, vous habitez là à Nouville? Elle me dit, non, non, je suis venue voir mon fils. Une dame m'a dit qu'elle était de Canala, ok. Je lui dis, mais il est où votre enfant? Elle me dit, au CHS. Et donc, elle m'explique cette histoire, quoi. Deuxième crise de décompensation majeure, un gamin qui avait commencé le cannabis très tôt, l'alcool, les petits mélanges. Cette dame, elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a dit, vous savez, parfois j'ai peur de mon fils. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Voilà, il y a aussi ça, tous les problèmes d'addiction. Ben oui, parce que la bande, quand on grandit sur le trottoir, la bande c'est important. Les grands frères, les cousins, tout ce qui donne finalement cette chaleur humaine dont ces jeunes ont besoin et qu'ils n'ont pas trouvé dans la société qu'on a construite. Cet entretien touche à sa fin. Catherine, merci encore pour toutes vos réponses et bravo pour toute l'énergie que vous mettez au service des autres depuis si longtemps. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à adresser aux Calédoniens et aux habitants de la Nouvelle-Calédonie? Un message, c'est peut-être un peu ambitieux, mais moi j'ai envie de dire, il faut qu'on continue à s'accrocher, et je pense que beaucoup de gens s'accrochent. Je trouve qu'il y a quand même une vraie volonté de reconstruire, et je crois qu'il faut qu'on continue tous ensemble à s'accrocher, à réinventer aussi nos solidarités, qui ont été mises à mal, et oui, à s'écouter. Eh bien, si cette crise tellement douloureuse et qui va avoir des conséquences tellement lourdes nous permet de réinventer une autre manière d'être ensemble, une communauté humaine. Je rappelle qu'on n'est quand même que 270 000, c'est quand même extraordinaire qu'on n'y arrive pas. C'est rien du tout, 270 000 habitants. Moi, en fait, c'est plus qu'un message, c'est ça mon espoir. En tout cas, c'est ce qui me porte. Catherine Poëdi, merci. Merci Maxime.